Avant de commencer, j'aimerais vous inviter chacun en fonction de l'angle de la salle à regarder soit à sa gauche, soit à sa droite. Nous avons là, trônant majestueusement, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des forces armées. Je vous pose la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous dérange? J'attends une réponse. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup pour un seul homme? Je dis ça, mais bon, j'espère que je vais pouvoir reprendre mon avion demain. Mais moi, sincèrement, il y a quelque chose qui me dérange. Mais ce qu'il faut relever, c'est que ce n'est pas de sa faute. On nous a mis dans ce moule. Le président est omnipotent, omniscient. Il est président de tout. Dans ces conditions, quel modèle pouvons-nous avoir qui soit efficace? C'est la question centrale à laquelle nous allons vous inviter à répondre cet après-midi. L'heure est au coup d'État, c'est la mode. Les militaires sont devenus des véritables stars. Quelque chose qui, il y a encore quelques années, pouvait sembler anormal est devenu normal. Au Mali, au Niger, au Burkina Faso et ici en Guinée, les populations sont descendues dans les rues pour célébrer des coups d'État. Et je dois vous dire que moi, tous ces coups d'État m'ont fait plaisir. J'étais content. Pas parce que je suis favorable à la prise du pouvoir par les militaires, mais parce que c'était une occasion unique de nous poser enfin les vraies questions. Au lieu de jouer les vierges effarouchées, comme je vois certains le faire, en disant ce n'est pas normal, le rôle de l'armée n'est pas au pouvoir, nous devons nous poser la question, qu'avons-nous fait pour que l'armée devienne la solution et non le problème? Rappelez-vous qu'avant, quand il y avait un coup d'État, rarement ça faisait l'unanimité. Aujourd'hui, les coups d'État se font comme une lettre à la poste, sans effusion de sang. En réalité, les élections tuent plus que les coups d'État. Les révisions constitutionnelles pour les troisièmes mandats tuent plus que les coups d'État militaires. Regardez le dernier coup d'État au Gabon. On n'a même pas giflé quelqu'un. C'est quand même curieux qu'on en arrive là. Tout ceci pour dire quoi, madame, monsieur? La démocratie qu'on nous a imposée était une vaste escroquerie. Et c'est ce que ces coups d'État nous enseignent aujourd'hui. Et pour bien comprendre pourquoi c'était une escroquerie, je vous invite à faire un recours à l'histoire. Parce que malheureusement, depuis au moins l'esclavage, nous nous sommes toujours fait avoir. L'esclavage ne s'est pas arrêté parce que les esclavagistes, subitement, ont retrouvé une once d'humanité et ont pensé qu'il n'était plus bon de traiter les êtres humains comme des animaux. S'il faut reconnaître que des gens se sont battus pour que l'esclavage s'arrête, il ne faut jamais oublier que la véritable raison de la fin de l'esclavage, c'est la révolution industrielle. Ayant créé des machines, on n'avait plus besoin d'hommes dans les champs parce que les machines pouvaient faire 10, 20, 1000 fois ce que les hommes faisaient. Sauf qu'une fois les machines arrivées, contrairement aux esclaves, les machines ne marchent pas au fouet. Les machines marchent aux matières premières. Et où est-ce qu'on trouve les matières premières? Comme par hasard, en Afrique.
C'est comme ça qu'on est passé de l'esclavage à la colonisation. Parce qu'on n'avait plus besoin des hommes, mais on avait besoin de nos terres. Et on est venu nous coloniser pour récupérer justement ce que nous avons dans notre sous-sol. Et après, on a parlé de la décolonisation, une autre vaste escroquerie. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les puissances qui n'avaient pas leur part d'Afrique ont estimé que les choses ne pouvaient plus continuer ainsi. Il fallait alors repenser le monde. Une fois de plus, nous nous sommes fait avoir. On a fait semblant de décoloniser. On nous a obligés à signer des accords léonins et on nous a donné des titres et des drapeaux et des hymnes. Nous faisons croire que nous étions aussi devenus des États. Que non, c'était encore un mensonge. Tous ceux qui se sont battus pour la véritable indépendance de l'Afrique, ou presque, ont tout simplement été assassinés. On s'est arrangé à mettre à la tête de nos États ceux qui disaient que l'indépendance n'était pas une nécessité, que nous n'étions pas prêts à nous diriger nous-mêmes. Vous vous rappelez des scènes de nos frères qui pleuraient au départ du colon en disant « Nous sommes perdus, qu'allons-nous faire ?» C'est à ceux-là qu'on a remis le pouvoir. Sauf que le monde a évolué, la guerre froide a progressé, le monde s'est divisé. Certains chefs africains qu'ils avaient imposés à la tête de nos États, puisqu'ils n'étaient plus préoccupés par la perte du pouvoir, ont eu du zèle, ont commencé à regarder ailleurs. Et ceux qui n'avaient pas leur part d'Afrique ont dit « Voici une occasion en or. Il faut arrêter avec les partis uniques parce que ça ne permet pas que nous puissions entrer dans le jeu. » La chute du mur de Berlin est venue terminer le communisme. L'idéologie capitaliste a triomphé avec son corollaire qu'on appelle affectueusement la démocratie libérale. Et comme Alain le disait tout à l'heure, François Mitterrand a réuni les dirigeants africains à La Baule pour dire « les choses ont changé ». Parce que des chefs d'État comme les Mobutu Sese Seko au Zaïre, Ahidjo au Cameroun, ou Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire n'étaient plus aussi malléables qu'on l'aurait souhaité. Ils étaient devenus tellement forts et puissants qu'ils pouvaient avoir l'outrecuidance qu'avait eu Mobutu de penser qu'il pouvait lancer une fusée à partir du Zaïre. Cela a inquiété. Et on s'est dit, comment on casse tout ça? Comment on fragilise tout ça? Et on est arrivé à ce nouveau modèle qu'on appelle aujourd'hui pompeusement la démocratie. Ce qui s'est passé, c'est que cette démocratie coïncidait avec les aspirations de ces dirigeants qui étaient prêts à tout pour ne pas perdre le pouvoir. Raison pour laquelle ils ont adopté ce modèle qui leur permettait de plaire davantage à la communauté internationale qu'à leurs propres concitoyens. Conséquence logique, 30 ans après, nous sommes dans un véritable jeu de dupes. Nous organisons chaque 5 ou 7 ans des élections. On sait très bien que très souvent, celui qui est proclamé vainqueur n'a pas gagné, mais on s'en accommode. Je viens d'un pays qui s'appelle le Cameroun, où en 2018, on a organisé une élection présidentielle. Devant le monde entier, tout le monde a été unanime que le principal vainqueur de l'élection, c'était la fraude. PV non signé, des militants de l'opposition tabassés, embastillés. Les autorités ont même poussé le bouchon jusqu'à faire venir des faux observateurs internationaux, qui étaient des clochards qu'on a ramassés ça et là pour venir crédibiliser une élection. Malgré cela, le président a quand même été réélu selon le Conseil constitutionnel du Cameroun. Avec ce tableau-là, Madame, Monsieur, comment pouvons-nous être surpris que les militaires deviennent des stars dans la plupart de nos pays? L'autre conséquence de ce modèle de démocratie occidentale africanisée, c'est que cela a créé des dirigeants totalement illégitimes. On peut dire sans risque de nous tromper que la plupart de ceux qui dirigent des États en Afrique francophone ne sont pas le fruit
de l'expression de la volonté du peuple. C'est un modèle totalement inadapté. Parce que le système politique est censé faire progresser la société. De vous à moi, 33 ans après, montrez-moi un seul pays en Afrique francophone dont on peut lier le progrès au système politique. On a tous le sentiment que nos pays ont régressé. Et on peut le dire également pour ce pays dans lequel on est, à savoir la Guinée. Ce matin à l'université, quelqu'un nous rappelait ce que c'était l'école en Guinée à l'époque de Sékou Touré. Tout ceci, madame, monsieur, pour dire, ce modèle n'est pas le nôtre. Nous n'allons plus passer le temps à nous définir par rapport aux aspirations des autres. Il n'existe pas un modèle de gestion de la cité universel. Pourquoi l'Afrique va être le seul continent à qui on va imposer un modèle? Même en Europe ou en Occident, la démocratie ne se fait pas de la même manière. La démocratie britannique n'est pas la même que la démocratie française. La démocratie allemande n'est pas la même que la démocratie belge. On vous dira, certains pays ne sont pas démocratiques. Et alors? Vous pensez sincèrement que si le Qatar avait choisi le même mode de mimétisme que nous, il serait à ce niveau de progrès aujourd'hui? Vous croyez sincèrement que la Chine serait la première puissance commerciale du monde aujourd'hui si elle avait accepté de se faire imposer son modèle de gouvernance? Nous, en Mansa, nous croyons que non. Nous sommes convaincus que le salut de l'Afrique passe par la réforme de notre gouvernance et de nos institutions. Ce modèle de démocratie importée a conduit à quelque chose d'atroce, notre dénégation. Nous ne savons plus qui nous sommes et nous avons choisi de marginaliser ce qui faisait d'antan notre force, à savoir nos légitimités traditionnelles. Et pour vous en convaincre, je vais introduire ici Maître Fatoumata Sidibé Diarra qui va vous faire son développement. Je vous remercie. Merci Jules. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous avons le choix. Nous avons le choix de nous assumer, nous avons le choix de continuer à nous consumer, à nous laisser mourir à petit feu. Laisser mourir à petit feu ce qui fait notre identité. Parlant de notre identité, aucun Africain n'ignore la place de nos traditions, de nos valeurs, de nos chefs et légitimités traditionnelles. Pourtant, nous les mettons tous de côté. Nous les marginalisons. Or, mesdames et messieurs, la vieille Afrique nous parle. Tout est parole. Tout cherche à nous communiquer une connaissance. Et rappelons-nous tous qu'un bout de bois a beau durer dans l'eau, il ne deviendra jamais un crocodile. Revenons à ce qui constitue une part essentielle de notre être, nos chefferies et nos légitimités traditionnelles. Nous reconnaissons tous leur légitimité. Elles sont incontournables dans nos vies. Que ce soit des légitimités reconnues sur la base de la notabilité, du savoir, ou encore celles reconnues par rapport à l'exercice d'un métier spécifique, qu'il s'agisse de chefferies politiques ou terriennes, par exemple. Or, nous savons tout cela et nous les ignorons. Nous les tenons loin des prises de décision importantes concernant la vie de la nation. Même s'il reste quelques exceptions, aux chefferies traditionnelles qui ont survécu et restent fortes. Je pense notamment au nord du Cameroun ou au cas du Moro-Naba au Burkina Faso qui agit, est respecté et donne son point de vue lors des crises politiques. Nous avons, mesdames et messieurs, tout simplement perpétué les principes d'anéantissement de nos traditions qui ont été initiés par le colon. La négation et la destruction systématique de nos cultures, de nos traditions et de nos valeurs. À l'avènement de nos indépendances, nous avons nous-mêmes poursuivi cet affaiblissement par une volonté
de soi-disant modernisation de nos sociétés. Nous nous rappelons de l'existence de nos chefferies et légitimités uniquement au moment des élections, quand chaque acteur politique se bouscule au sein de leur portillon pour tenter de les instrumentaliser ou obtenir leur caution morale. Il est donc normal aujourd'hui qu'avec la négation de qui nous sommes, d'où nous venons et sans savoir où aller, nous soyons perdus entre notre réalité, nos réalités et le désir de copier les autres. On en arrive à se demander comment en 70, 80 ans de colonisation, nous avons pu effacer notre histoire millénaire. Or, un pays se construit sur la base de ses savoirs et de ses valeurs. Apparemment, nous avons oublié cela, nous, Africains. À côté de nos légitimités, le citoyen qui doit normalement être au centre du jeu est lui aussi marginalisé. On se rappelle de son existence uniquement au moment des élections. Les autres acteurs de la gestion de la cité sont également discrédités. Qu'il s'agisse de la société civile qui ne joue pas son rôle, des partis politiques qui sont des centaines, comme si on pouvait avoir des centaines d'offres politiques dans la situation actuelle de nos États. D'ailleurs, la plupart n'ont pas d'offres politiques crédibles. Quand on vous traite de politiciens aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas toujours un compliment. Face à tout cela, au lieu de faire une pause devant cette impasse dans laquelle nous nous trouvons et tenter de trouver des solutions, nous continuons à faire ce que la soi-disant communauté internationale attend de nous, c'est-à-dire organiser des élections qui sont très souvent une façade servant non seulement à maintenir une élite au pouvoir, sachant par exemple que dans 29 pays africains sur 47, les partis d'opposition n'ont jamais été représentés au pouvoir. Et la manière dont se déroulent ces élections sont complètement déconnectées des modes traditionnels de désignation des dirigeants, parce que nos contextes historiques et culturels sont éloignés de ceux de l'Occident que nous tentons de copier. Ces rendez-vous électoraux sont donc à destination de la communauté internationale. C'est à celui qui bénéficiera du titre de meilleur élève de la démocratie, synonyme d'aide financière des fameux partenaires techniques et financiers. Or, non seulement ces cycles électoraux sont incompris de la majorité de la population, mais ils nous donnent lieu, comme cela vient d'être dit par Jules, à des violences post-électorales. Les perdants refusant de reconnaître leur défaite dans le but de négocier un accord et profiter du pouvoir. Quand les protagonistes n'organisent pas des achats de conscience à ciel ouvert ou un bourrage méthodique des urnes malgré la présence de soi-disant observateurs internationaux. Chacun veut, passez-moi l'expression, manger sa part, quelles qu'en soient les conséquences. Non seulement nous organisons des simulacres d'élections, mais après cette coûteuse mascarade, nous nous engageons ensuite dans le débat sur la limitation de mandat, avec tous les cycles de violence électorale et de coups d'État constitutionnels dont cette notion s'accompagne. Nous devons donc aujourd'hui dépasser ce débat et se poser la vraie problématique, qui n'est pas celle de la durée du mandat, mais de son exercice par des dirigeants qui gouverneront et travailleront au service d'une vision. Comme j'aime à le dire, ce n'est pas le mandat qui compte, mais ce qu'on en fait. Je vous ai parlé rapidement des différents acteurs politiques engagés dans la gestion de la cité. On ne peut pas les évoquer aujourd'hui sans parler de l'armée. En Afrique de l'Ouest, cela vient d'être dit, aujourd'hui ce sont les militaires qui détiennent la réalité du pouvoir. Que ce soit au Mali, dont je suis originaire, au Burkina Faso, au Gabon, au Niger ou en Guinée. Quel rôle devons-nous envisager pour cette armée? Parce que ce qui est sûr, il faut clarifier ses missions. Il faut encadrer sa participation aux jeux politiques. Je redonne pour cela la parole à Jules qui va sûrement nous édifier sur ce point. Je vous remercie. Vous aurez bien compris que mes collègues de Mansa cherchent des problèmes. Pourquoi c'est toujours moi qui vais parler des choses compliquées? Plus sérieusement, l'armée, parlons-en.
Je ne vois pas beaucoup d'hommes en tenue dans la salle, mais je suis convaincu qu'ils sont nombreux en civil, étant donné que nous sommes là en plein cœur d'un pouvoir militaire. Que doit faire l'armée? Quel est son rôle, en fin de compte? J'aimerais vous dire, chers hommes en tenue, et j'ose croire que nous sommes entre nous, on ne peut pas vous laisser le pouvoir. Ce n'est pas la place de l'armée. Ce n'est pas la place de l'armée. Le pouvoir exceptionnel n'est pertinent que parce qu'il a un temps. L'exception ne peut pas devenir la règle. L'armée doit intervenir de manière exceptionnelle. La raison est simple, et je suis sûr que même les militaires seront d'accord avec moi. Pourquoi on ne peut pas vous laisser le pouvoir absolu? Parce que vous détenez la puissance de feu. Et que si vous décidez de vriller, personne ne peut vous arrêter. Ce n'est que pour ça. Ce n'est pas parce que vous êtes moins intelligent, non. Au contraire, les leaders les plus fiers, les leaders qui ont rendu l'Afrique fière, c'étaient des militaires. Jerry Rawlings, du Ghana. Thomas Isidore Sankara, du Burkina Faso. C'étaient des militaires. C'est pour dire qu'en réalité, comme je l'ai dit tantôt, les militaires ne sont pas le problème. Ils peuvent faire partie de la solution. Mais seulement, si le pouvoir n'arrête pas le pouvoir, nous sommes foutus. C'est pour cela, madame, monsieur, que je dis non. La place de l'armée ne peut pas être au pouvoir suprême. Cela dit, quelle place va-t-on lui donner? Va-t-on la donner à l'armée, en fin de compte? Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons totalement traversé notre armée. L'armée n'est plus ce qu'elle devait être. Nous disons tous, nous voulons d'une armée républicaine. Mais savons-nous seulement ce que c'est qu'une armée républicaine? Nous avons réussi à nous convaincre et à faire croire aux gens qu'une armée républicaine, c'est une armée au service d'un tyran, d'un dirigeant. Quand il a fallu tuer les Guinéens ici pour le 3e mandat, on a fait appel à l'armée. Ce n'est pas au rôle de l'armée. Une armée ne tire pas sur sa population. On a totalement dévoyé le rôle des armées dans nos pays au point de leur confier des missions de maintien de l'ordre pour la seule conservation du pouvoir. Le problème que nous avons avec nos armées, c'est qu'on a réussi à les faire croire, parfois en les embourgeoisant, n'ayons pas peur d'un mot, en les corrompant, qu'ils sont là pour veiller à ce qu'un dirigeant s'éternise au pouvoir. Et c'est ça le problème. C'est pour cela qu'il faudrait, madame, monsieur, messieurs les militaires, qu'on vous donne votre vrai rôle, qui, à mon sens, est celui du dernier rempart. Parce que comme vous avez la puissance de feu, vous êtes les seuls qui pouvaient faire peur. Quand on voit comment Bazoum est tombé au Niger, on comprend en réalité qu'être président n'a aucun sens si l'armée n'est pas avec vous. Vous dormez président et vous vous réveillez le matin, vous êtes un excellent chômeur, enfermé avec votre famille et ne pouvant donner le moindre ordre. Et ça, c'est utile pourquoi? Parce que si un dirigeant veut dérailler, comme cela semble avoir été le cas dans plusieurs pays, l'armée peut faire ce qu'elle a fait. Mais imaginons un seul instant que Bazoum était un militaire. Dans quelle situation serait le Niger aujourd'hui? C'est pour cela, une fois de plus, madame, monsieur,
que nous ne pouvons pas faire de l'exception la règle. Il faut que le pouvoir puisse arrêter le pouvoir. Cela ne veut pas dire qu'il faut renvoyer tous les militaires dans les casernes. Cela veut dire qu'il faut penser l'armée désormais comme un pouvoir autonome. Il ne faut plus que le chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, soit le chef suprême des armées. Ce n'est pas possible. C'est lui donner trop de pouvoir. Il ne faut plus que le président ou le chef de l'État ou celui qu'on proposera soit celui qui nomme aux postes civils et militaires. Dans la plupart des pays, il est chef d'État, chef suprême des forces armées, chef de la magistrature suprême, chef du ciel et de la terre, de la mer, des océans, tout ce que vous voulez. Dans ces conditions, comment voulez-vous que les gens ne perdent pas la tête? Il est fondamental que nous l'intégrions. Celui qui nomme commande. Si vous soumettez les gens au pouvoir de nomination d'un seul homme, ils se sentent éternellement redevables et pensent qu'ils servent l'homme et non la République. C'est autant de choses, Madame, Monsieur, que nous avons voulu évoquer avec vous ce soir. J'insiste encore là-dessus. L'armée doit être le dernier rempart. L'armée doit être aux côtés du peuple. Parce que quand le peuple n'a plus d'option, quand les institutions ne peuvent plus faire le travail de régulation, il ne restera alors plus que l'armée. Mais si cette armée est corrompue, si cette armée est au service d'un individu, alors le peuple est foutu. Ce métier est tellement noble et digne qu'on ne peut plus continuer à le galvauder, comme c'est le cas dans la plupart de nos États. Ce qui se passe aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso, au Niger, ici en Guinée, je préfère ne pas parler du Gabon parce que c'est un cas assez atypique, j'ai encore du mal à comprendre ce qui s'y passe, est davantage une opportunité. Il faudrait que ces militaires-là se battent pour être des Jerry Rawlings, des Thomas Sankara. Ce n'est qu'en cela qu'ils donneront un sens à ce qu'ils ont fait pour libérer leur pays. Mais s'ils échouent à cette mission-là, je pense que leur responsabilité face à l'histoire sera indescriptible. Ils ont, de manière volontaire ou pas, suscité de l'espoir, créé du rêve. Ils n'ont pas le droit de décevoir. Voilà, Madame, Monsieur, ce que je tenais à dire par rapport à l'armée, tout en réitérant aux autorités de ce pays que je n'ai pas eu le visa en entrée, on m'a dit d'aller le chercher. J'espère que je vais pouvoir sortir. Je vous remercie. Ayant dit tout ceci, Madame, Monsieur, vous allez certainement vous poser une question qui tombe sous le sens. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous proposez? C'est bien beau tout ce que vous avez dit, ces constats. Je suis sûr que certains parmi vous, sinon la grande majorité, vous partagez ce point de vue, ce constat. Mais, comme l'a dit Alain, le rejet ne peut pas constituer un projet. Qu'est-ce que vous proposez à Mansa? Et pour ça, je vais introduire Alain Foka, qui est aussi le coordonnateur de cette commission gouvernance et institutions, pour ouvrir avec vous le champ des possibilités. Comment est-ce que nous voyons le système politique que nous pensons à notre niveau, avec beaucoup d'ambition et sans prétention, pouvoir nous amener à regarder vers la direction du progrès. Alain Foka, s'il vous plaît. Je dois rassurer Jules, que nous sommes ici, ce n'est pas un hasard. Nous avons une fenêtre de tir extraordinaire et je ne trahis pas un secret en rappelant que la discussion que nous l'avons eue avec les autorités de ce pays, avec le chef de l'État, qui y voit aussi une opportunité pour se projeter.
Je n'ai pas le sentiment que les militaires dans les casernes rêvent de prendre le pouvoir. On leur donne le pouvoir par nos errements. Ils ramassent le pouvoir comme ça a été le cas en France en 1958 lorsqu'on est allé chercher le général de Gaulle qui a fait en fait un coup d'État, qui est devenu l'homme le plus célèbre, homme politique le plus célèbre du XXe siècle. Donc non, je ne crois pas que nous violions une loi. En tout cas, celui qui nous invite, c'est que nous sommes disruptifs, que nous dirons ce que nous pensons, et que c'est l'occasion pour nous de tirer des conclusions et de tirer aussi des plans. La Guinée est à un carrefour, à un moment historique de son histoire, comme le Mali, comme le Niger, comme Gabon, comme le Burkina Faso, et bien d'autres pays africains pour se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant. Avant ça, nous avons travaillé sur le fait que pour que vous alliez quelque part, il faut que vous ayez défini la destination. Lorsque l'on regarde nos pays, ceux qui viennent aux affaires nous promettent monts et merveilles. Mais jamais il n'y a une vision. Aucune vision. Je regarde dans la salle, malgré la lumière, je vois quelques personnes qui arrivent de Chine, d'Inde et de quelques autres pays. Eux, ils ont défini leur vision. Quelle que soit votre force, quelle que soit votre obédience, vous respectez la vision qui a été arrêtée. Ils ont décidé un jour de devenir la première puissance économique au monde, de devenir l'usine du monde. Quel que soit le dirigeant chinois qui arrive aux affaires, il respecte cet objectif. Cet objectif est cardinal. Il doit respecter la vision qui a été arrêtée. La vision à Singapour a été à peu près la même. Aujourd'hui, en Inde, ils ont décidé qu'ils vont être les premiers codeurs au monde, à un moment où le digital est la clé. Ils sont en train de devenir les premiers codeurs au monde. C'est quoi notre vision? L'heure est venue, ensemble, au-delà des couleurs politiques, au-delà des mouvements de pensée, de définir ce que nous voulons être. C'est quoi notre vision? Si vous vous levez le matin de chez vous et vous sortez, vous ne savez pas où vous allez, vous n'y arriverez jamais. Ce n'est pas possible. On va où? Que voulons-nous être? À part dire que nous sommes des démocraties, c'est quoi notre projet? Nous n'en avons pas. Ayons le courage de nous regarder dans les yeux en disant nous n'en avons pas. Nous sommes ministres, nous sommes chefs d'entreprise, nous sommes enseignants à l'université, mais en fait, c'est pour nous, pour notre famille, pour notre ego. Mais c'est quoi l'objectif? C'est quoi la vision? Ce débat, je l'ai eu avec quelques chefs, croyez-moi. Ils étaient un peu embarrassés. Je l'ai eu avec des gens de l'Union africaine. Ils étaient embarrassés. Est-ce que pour pouvoir faire un bon voyage, on ne doit pas définir où on va d'abord? Est-ce qu'on ne doit pas décider ce que nous voulons être pour que nous puissions adapter notre stratégie à ce projet? L'heure en Afrique est à la vision. Et cela dépasse largement les batailles et les joutes politiques. C'est là-dessus que nous devons nous entendre. C'est peut-être pour cela que nous sommes dans ces errements infinis, interminables. En Chine, ils savent où ils vont. Pourtant, ils n'ont qu'un seul parti, le Parti communiste. La bataille se passe à l'intérieur du parti. Mais on respecte la vision. Ils sont devenus la première puissance économique au monde. Les États-Unis peuvent bavarder, les Européens peuvent bavarder, etc. Quand la Chine ferme la porte, tout le monde est mal. C'est le cœur du monde. On les insulte à longueur de journée, mais tout le monde tourne et va les voir. Et ils sont aussi chez nous. Dans leur projet, nous étions aussi un endroit où il fallait aller chercher de la matière première. C'était dans une vision.
quel que soit celui qui prend la tête de l'État chinois, il respecte cela. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers frères du continent, ceci doit être notre priorité. Qui voulons-nous être? Où voulons-nous aller? Que voulons-nous devenir? Le jour où nous aurons répondu à cette question, nous deviendrons la première puissance au monde. Définissons notre vision. C'est la clé. C'est la clé. Et puis vient le mode de gouvernance. Je ne vais pas revenir sur tout ce que chacun sait, sur les modèles que nous avons adoptés et qui montrent leurs limites chaque jour. On ne dit pas que la démocratie soit mauvaise, elle marche chez les autres, mais c'est le fruit de leur histoire. C'est le fruit de leur histoire, de leur civilisation. Peut-être qu'il faut qu'on pense à notre modèle à nous. Nous l'avons travaillé au sein de Mensa pour vous faire une proposition. Cette proposition, si elle paraît violente, pardonnez-nous. Nous sommes dans une réflexion profonde que vous allez enrichir, vous allez améliorer, vous allez nous chasser, nous battre. Mais nous voulons qu'on discute d'idées, pour une fois, qui soient les nôtres, pas celles des autres. Alors nous avons regardé comment fonctionne l'exécutif. Jules, avec sa manière connue, disait sous forme de boutade qu'on ne peut pas être aussi puissant et ne pas perdre la tête. Il n'y a que Dieu pour ne pas perdre la tête quand on a autant de puissance. Mais l'humain que nous sommes est imparfait. Il perd la tête quand il a tous les pouvoirs. Le président omnipotent, omniscient, on n'en veut plus. Le président qui a tous les pouvoirs, on n'en veut plus. Ça ne marche pas. Le président tout-puissant devient esclave des dragueurs, des baratineurs, de ceux qui viennent lui dire le soir qu'il est spécialement intelligent alors qu'il a besoin d'être conseillé. Ce n'est pas parce qu'on a juré un jour sur le Coran ou sur la Bible que d'un coup, vous êtes devenu plus intelligent que vous ne l'étiez hier. Vous êtes la même personne. Alors on ne peut pas vous donner tous les pouvoirs. Nous, à Mensa, on milite pour la disparition de ce poste de président de la République. Et alors, que devient le poste principal? Qui tient le poste principal? Nous voulons un homme fort, très fort. Parce que des institutions fortes ne se construisent qu'avec des hommes forts. Je n'ai pas encore vu un homme faible construire des institutions fortes. Et même nos chefs à qui on donne autant de pouvoir ne sont pas suffisamment forts pour faire des changements. Il suffit de voir lorsqu'ils bougent un peu, lorsqu'ils clignent d'un œil et que Paris, Londres ou Washington les rappellent à l'ordre pour voir à quelle vitesse ils reviennent à la case départ. Celui qu'on l'on veut, c'est un chef fort. Mais un chef qui gouverne, pas qui règne. Nous avons des présidents qui règnent. Ils sont puissants, surpuissants, et qui ne rendent compte à personne. Qui ne sont responsables devant aucune institution. Une fois qu'ils sont élus pour 5 ans, ils feront les 5 ans. Et ils renouvelleront. Personne ne peut les renverser. Non. Ça n'est pas sérieux. Vous êtes d'accord avec moi? Ça n'est pas sérieux. Un chef doit gouverner. Tous les matins, il doit aller devant le peuple. Il doit répondre de ses actes devant le peuple. Il doit aller au Parlement. Expliquer ce qu'il fait. Il doit rendre des comptes. Il doit rendre des comptes de façon à ce que chacun puisse juger le travail qu'il a fait. Il doit rendre des comptes, il doit respecter la vision qui a été préalablement définie. Il doit être au service de la vision, pas à son propre service. Et le peuple doit le juger. Le peuple doit pouvoir le destituer. Il gouverne. Ayons des chefs qui gouvernent, s'il vous plaît. Nous avons vu des présidents qui arrivent, ils ont gagné
les élections. Et on nomme un Premier ministre. Le président décide de ce qu'il a envie de faire. Quand ça ne marche pas, c'est la faute du Premier ministre. On vire le Premier ministre et on recommence au même endroit. Il a un fusible. Il saute quand il veut. Il sait qu'il va faire ses 5 ans. Parce qu'il n'est pas responsable. On l'a élu et il a son fusible. Non, on ne veut plus de fusible. Le chef de l'exécutif, on trouvera son nom. On peut l'appeler Premier ministre, mais nous, on n'a pas envie de ces noms qui ont fait leur histoire, qui ont montré leurs limites. Le chef de l'exécutif doit être le chef du parti majoritaire qui a gagné les élections. Le chef de l'exécutif qui doit aller au Parlement, qui doit répondre de ses actes, qui doit gouverner avec des pouvoirs importants, doit être celui-là qui est le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Il doit répondre de ses actes. Il ne peut pas gagner les élections et choisir un fusible qui va être en train de gouverner et qu'il remplacera dès que le peuple se sera mis en colère. Non. Il tombe avec son gouvernement. On doit pouvoir le destituer quand il a commis quelque chose qui ne marche pas. Fini les chefs non responsables. La responsabilité doit être ce qui le rend efficace, ce qui le rend travailleur. S'il n'est pas responsable, pourquoi vous voulez qu'il s'ennuie? Pourquoi vous voulez qu'il prenne des décisions? Pourquoi vous voulez qu'il soit sous pression? Ce chef-là, on n'en veut pas. Et à côté de lui, nous ne voulons plus des ministres qui sont des copains. Ah oui, je prends un copain, il devient ministre. Ministre, je ne sais pas moi, de la fonction publique, ministre de l'agriculture, etc. Je ne vise personne, c'est mon ami le ministre de l'Agriculture. Le ministre doit désormais être un élu. Il faut qu'il soit proche au moins d'une partie de la population. Il faut qu'il soit élu par quelqu'un pour créer la proximité avec les gens qu'il gouverne. Ce ministre doit être responsable devant une institution. Ce doit être un élu. Il peut y avoir 2 ou 3 ministères techniques, comme le ministère des Affaires étrangères ou le ministère des Finances, où on n'a pas besoin forcément d'être un élu. Mais le reste, les membres du gouvernement doivent être des élus. Et quand ils tombent avec leur Premier ministre et leur Parlement. C'est obligatoire. Nous le pensons à Mansa. C'est notre modèle à nous. Un président du parti qui est Premier ministre ou ce qu'on veut, chef de l'exécutif, il peut arriver aujourd'hui au pouvoir et être destitué le mois d'après parce qu'il a fait une bêtise. On est pour ça. Il ne faut pas qu'il soit persuadé qu'il va faire ses 5 ans et que nous, on va le subir pendant 5 ans. Parce que si on va le subir pendant 5 ans, certains vont aller chercher les militaires pour le chasser. Et là, on va rentrer encore dans le cycle en disant oui, les militaires, oui, les militaires, oui, les militaires. Les militaires sont la conséquence, pas la cause. Travaillons sur les causes. Arrêtons d'incriminer les militaires et sachons que s'ils sont là, c'est nous qui avons fait qu'ils soient là. Et on a même été très contents qu'ils soient arrivés, comme disait à l'instant Gilles Domché, en disant quand on les a vus renverser certains régimes, secrètement dans nos chambres ou dans nos salons, on a bu du champagne. On s'est dit, ah quand même, parce que je connaissais quelques dirigeants, notamment dans ce pays, qui étaient des grands intellectuels. Enfin bref, je ne peux pas rentrer dedans. Ce qui veut dire que nous voulons la redevabilité. C'est la clé. Et le Fatoumata Sidibé Diarra le disait tout à l'heure, les partis politiques, dans tout ça, que deviennent les partis politiques? Pour paraphraser le grand maréchal Mobutu Sese Seko,
Que deviennent les partis politiques dans tout ça? Les partis politiques, on en a tellement. Il y en a même qui n'ont pas de siège. Le siège, c'est dans leur porte-monnaie. Parce qu'il est le grand timonier de sa famille, il se dit, je vais créer mon parti. Parce que dans son village, il a distribué un peu de riz, il crée son parti. On est arrivé dans certains pays à 732 partis politiques. 732 idées extraordinaires. 732. Et l'État doit financer tout ça. Il faut leur donner un peu d'argent. Il faut leur donner des 4x4. Quand les élections arrivent, c'est les rois. Et ils ne se gênent pas pour acheter les consciences, pour acheter les votes. Je pense qu'il faut arrêter cette mascarade, cette vaste comédie dans laquelle nous sommes entrés. Nous pensons à Mansa que 2 ou 3 partis politiques maximum, ça suffit. Et qu'à l'intérieur de ces partis, les idées vont s'affronter. Les idées vont mûrir. Et on sera plus mature, on ne passera pas le temps à aller de case en case, à faire le nomadisme politique, comme on dit au Sénégal. Oui, 2 ou 3 partis politiques sérieusement encadrés qui sortent de ces systèmes où c'est des systèmes tribaux, où c'est des systèmes de telle ou telle région. Non, on n'a pas besoin de ça. Parce que nous avons encore cette faiblesse de ramener les choses aux questions tribales. Je suis Soussou, je suis Malinké, je suis Bamileke, je suis Bantou, je suis Akan, je suis Bété, je suis Dioula. Est-ce que vous n'avez pas un peu honte quand vous dites ça dans un monde qui est si ouvert? Est-ce que dans vos familles, vous avez une seule région? Tout le monde se marie les uns avec les autres. C'est fini ça. Quand vous avez ça, vous êtes obsolète. Pourquoi est-ce qu'on laisse prospérer tout ça encore chez nous? C'est les politiques qui le font. Ils n'ont pas d'idées. Et puisqu'ils n'ont pas d'idées, il faut qu'ils se cachent derrière leur origine, qu'ils ne connaissent souvent pas. Vous avez des gens qui sont nés à Conakry, qui n'ont jamais mis les pieds dans la Haute-Guinée, mais puisque leurs parents sont venus de la Haute-Guinée, ils vont se faire élire sur le fait simplement qu'ils sont de la Haute-Guinée. Escroquerie. Aujourd'hui, le monde a changé. Et le monde qu'on veut donner à nos enfants doit être débarrassé de ces considérations qui sont d'une autre époque. On ne dit pas de renier votre identité. Mais ces identités doivent être utilisées dans le bon sens, pas dans le sens de diviser. Je suis du Cameroun, Bamileke du Cameroun. Ma femme est un mélange que je ne peux pas vous dire de la région d'Afrique de l'Ouest. Il y a tellement de mélanges dans elle que quand je regarde mes enfants, je dis, et si je dois me battre pour les Bamileke, est-ce que je ne suis pas incohérent? Parce que ces enfants, ils ne sont pas vraiment Bamileke. Mais pourtant, quand je parle, on voit un Bamileke. C'est la même chose ici. J'ai un ami ici parmi nous, qui est guinéo, rwando, je ne sais plus trop combien, et qui est sénégalais au passage. Dans quel camp on le classe? Un chèque. S'il vous plaît, ceux de ma génération et mes aînés, arrêtons d'intoxiquer notre jeunesse et laissons-leur la place pour construire leur monde. Essayons un autre mode de gouvernance. Oui, un chef de l'exécutif fort qui puisse installer des institutions fortes. Nous sommes en guerre et il faut un chef fort pour installer des institutions fortes. Un chef responsable. Un chef qui répond de ses actes. Un chef destituable. Destituable comment? Destituable par l'Assemblée, mais destituable aussi par les populations. J'ai envie de laisser ce volet-là de la destitution, du contre-pouvoir à Maître Fatoumata Sidibé Diarra qui a travaillé dessus parce que le contre-pouvoir est la clé. Il faut pouvoir arrêter quelqu'un quand il dérape.
À l'heure où nous sommes, nous ne pouvons arrêter personne s'il dérape. J'ai une affection que je ne masque pas pour le chef de l'État ici, parce qu'il nous permet de venir ici débattre sans nous avoir demandé de quoi on va parler, puisqu'il m'a dit, à titre perso, qu'il faut changer les règles, il faut changer les paradigmes. J'ai la faiblesse de le croire, c'est pour ça que j'ai amené un curieux bonhomme comme Jules Domché ici pour parler comme il a parlé, parce qu'on le pense tous, que ça fait beaucoup. Et je pense qu'il le pense aussi. Mais les circonstances veulent que ça soit comme ça. Maintenant qu'on veut changer, maintenant qu'on a une fenêtre de changement, une fenêtre de tir pour changer, peut-être qu'il faut qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se le dise. On ne veut plus de chef tout-puissant, chef du ciel et de la terre, de la mer et des eaux, des oiseaux et des éléphants. On veut un chef qui, s'il a déconné, pour utiliser un terme jeune, à la fin de la journée, il puisse rentrer chez lui en étant déchargé des fonctions de nous gouverner. Et pour cela, il faut des contre-pouvoirs. Fatoumata Sidibé Diarra, que je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Au sein de Mansa, nous pensons effectivement que le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Et les maîtres mots doivent désormais être transparence, redevabilité et contrôle. Quand je vous parlais tout à l'heure de retourner aux sources, la redevabilité n'est rien d'autre que le reflet de nos valeurs ancestrales, que sont le respect de la parole donnée, de la chose publique, le sens de l'honneur et sa préservation pour sa lignée, appelée aujourd'hui redevabilité. Il est donc important de se donner les moyens de contrôler l'exécutif. Et aujourd'hui, malheureusement, dans la plupart de nos États, est au-dessus de la loi. Et le chef agit à sa guise. Les choses doivent changer désormais. Les dirigeants doivent servir le peuple et non pas le contraire. Pour cela, le citoyen, tout d'abord, doit prendre ses responsabilités. Il est fini aujourd'hui le temps de rester spectateur face à la gestion de la cité. Nous ne devons plus, en tant que citoyens, renoncer à cette part de pouvoir qui nous est due et accordée. Au sein des contre-pouvoirs que nous avons analysés au sein de Mansa, nous vous proposons la possibilité d'initiatives populaires déclenchées par les citoyens face aux dirigeants qui dévient de sa trajectoire, à travers un référendum dont le nombre de signataires requis, le nombre de voix sera précisé et permettra la saisine du Parlement en vue de la destitution du chef de l'exécutif qui n'aura pas respecté ses engagements. Dessus du citoyen, nous aurons le Parlement, un Parlement monocaméral qui aura pour mission non seulement de voter les lois, de représenter les citoyens, mais aussi et surtout de contrôler l'action de l'exécutif. Les députés, représentants du peuple, doivent désormais être conscients de leur rôle de représentants justement du peuple auprès duquel ils devront être enracinés. Ils devront mettre cela au-delà de leur appartenance à un parti politique et ne plus être, comme cela est malheureusement le cas, de simples chambres d'enregistrement. Le pouvoir judiciaire devra être transparent, égalitaire et efficient. Au-dessus de tout cela, au-dessus de la mêlée, la première institution ne sera plus, comme cela vous a été dit, président. Si vous vous demandez si on peut vivre sans président, à Mansa, nous pensons que oui. Il n'y aura donc plus de président, mais un conseil des sages qui sera au-dessus de la mêlée. Ce conseil des sages disposera d'une fonction de conseil, d'orientation, mais aura également un pouvoir coercitif. Pour créer un système politique authentique, nous pensons qu'il est impératif de reconnaître et de valoriser le rôle de nos chefferies et légitimités, en leur conférant une forte influence dans les domaines clés de la gestion de la cité. Ceci passe par une organisation propre, cohérente, consensuelle et dynamique, avec des autorités gardiennes des traditions qui seront acceptées et respectées par tous, qui seront gardiennes de l'âme de nos peuples respectifs.
Aujourd'hui, plus qu'hier, redonnons à nos chefs traditionnels africains leur place et leur pouvoir. D'autant plus qu'ils sont préparés à exercer le pouvoir, contrairement à beaucoup d'hommes politiques. Dans nos sociétés traditionnelles, le chef est préparé pendant des décennies. Il ne vient pas du néant. Il est préparé et conscient de ses responsabilités. Ce qui explique ce que nous oublions bien trop souvent, que nos ancêtres aient géré leur communauté pendant des siècles sans trop de soubresauts. Pour cela, il ne faut pas que le remède soit pire que le mal. Il faut que nous identifions de manière sérieuse et minutieuse dans chaque pays les légitimités qui soient authentiques et légitimes, justement. Nous devons également autonomiser ces légitimités traditionnelles que nous avons, passez-moi l'expression, clochardisées. Il faut que leur indépendance et autonomie financière soient donc assurées. Le Conseil des sages aura en son sein des représentants tournants, désignés par leurs pairs, permettant la représentation de tout le territoire national. Le Conseil des sages sera mis en place pour une période longue, non renouvelable, afin de favoriser la stabilité, en moyenne 10 ans. Les modalités de leur remplacement seront déterminées préalablement et de manière consensuelle. Quel sera exactement le pouvoir de ce Conseil des sages? Il agira comme garant des valeurs culturelles et morales de nos nations, de régulateur social au niveau national, avec un avis de pondération, mais pas seulement. Il contrôlera l'action du Parlement et du chef de l'exécutif, qui devra le consulter pour les questions engageant la vie de la nation. Son avis pourra donc être coercitif et non pas seulement consultatif. Il aura la faculté de dissoudre le Parlement et de révoquer le chef de l'exécutif suivant une procédure précise. Nous estimons en effet qu'en combinant notre histoire, la sagesse ancestrale, la perspective contemporaine, ce Conseil pourra renforcer la cohésion nationale et faciliter la prise de décision équilibrée. À côté de ce Conseil, nous proposons une institution originale, une institution de suivi et de vérification, la Cour de redevabilité. Dans tout système politique, la transparence et la responsabilité sont les piliers fondamentaux pour maintenir la confiance entre le peuple et le gouvernement. L'instauration de cette institution va jouer un rôle décisif pour une gouvernance transparente et plus performante. Elle va veiller au respect des comptes et à la réalisation des programmes sur lesquels le gouvernement s'est engagé, en supervisant, en évaluant la mise en œuvre des projets annoncés par l'exécutif de manière objective et impartiale, en veillant à la transparence des contrats passés par le gouvernement, en garantissant l'utilisation des ressources publiques de manière efficace et transparente, dans l'intérêt du peuple. Les citoyens pourront suivre de près les progrès et poser des questions en cas de retard ou de déviation par rapport aux objectifs initiaux. La proposition de Mansa en termes de contre-pouvoir. Dans la question qui se pose, une fois que ces contre-pouvoirs auront montré leurs limites après l'enclenchement de tous les processus que je viens de décrire, comment arrêter la trajectoire d'un dirigeant qui, malgré cela, dévie? Il faut donc des mécanismes de destitution soient clairs, convenus, consensuels, connus de tous, également du dirigeant concerné. Et ces modes de destitution, c'est notre président Alain Foka qui va nous en parler. Je vous remercie. Vous aurez compris que les nouveaux présidents seront les chefs traditionnels. Hein? Donc, ces chefs traditionnels que nous avons clochardisés, qui sont les gardiens de nos traditions, qui sont les gardiens de notre identité, doivent être réhabilités. On nous a appris à les détester. On nous a appris à faire que, comme dans mon pays, certains les arrêtent pour les mettre en prison, emprisonnant ainsi la pensée, la culture, la civilisation, l'identité de nos pays. Il est important que nous mettions ceux qui gardent
nos traditions à la tête, qu'il veille à ce que les règles, les valeurs soient respectées. C'est important. Avant de parler de la destitution, je voudrais dire que j'ai oublié quelque chose tout à l'heure par rapport à l'exécutif. On nous a appris que 3 mandats, c'est trop. Qu'il ne faut pas faire plus de 3 mandats et que c'est la cause de toutes nos déstabilisations. J'ai envie d'être grossier en disant bullshit. 3 mandats, c'est trop? Pour qui? Pourquoi? Qui a décidé de ça? Je me souviens, lorsqu'il y avait la guerre, la Seconde Guerre mondiale, en 1939-45, il y a un président américain qui a fait 3 mandats et demi, et s'il n'était pas mort, il aurait fait ses 4 mandats. Non? Il s'appelait Franklin Delano Roosevelt. Pourquoi il les a fait les 3 mandats, les 4 mandats? Si c'est ça la question. Est-ce qu'on ne nous endort pas en nous amenant dans des choses qui ne nous concernent pas? Benjamin Netanyahou, il est au pouvoir depuis combien d'années? Pourtant, c'est un chef très, très respecté. Premier ministre de premier ordre. Il n'y a qu'à regarder ce qu'il fait à Gaza. Il reste fréquentable. Enfin, c'est un autre débat. Angela Merkel, combien de mandats elle a fait? Ça n'a dérangé personne, 17 ans. Et ceux qui sont au pouvoir à Dubaï, aux Émirats, sont là depuis 1946. Non, on va arrêter ce cirque qui nous distrait, sur lesquels on débat toute la journée et qui ne correspondent à rien. La longévité n'est pas un gage de réussite aux affaires, et ça n'est pas non plus un gage d'échec. Essayons de mettre des garde-fous. Quand quelqu'un n'est pas bon, on le fait partir. C'est ça le plus important. C'est pour ça que c'est important la question des destitutions. C'est plutôt ça le débat. Quand quelqu'un est mauvais, comment on le fait partir autrement que par l'armée? C'est de ça qu'il est question. À côté, ceux qui nous donnent la leçon, qui sont les meilleurs élèves de Paris, pas loin d'ici, ils sont à leur 3e mandat. Là, ils sont pour la démocratie, mais ils sont à un 3e mandat. Ils sont démocrates. Donc ce n'est pas ça la question. Je pense que nous devons nous battre pour avoir des modes de destitution qui soient simples, qui soient efficaces, qui soient presque automatiques. Quand un chef a déraillé, ayons le courage à l'Assemblée de le faire partir. L'Assemblée doit être le lieu où on commence déjà à destituer. Ça se fait ailleurs, on n'aura rien inventé, on n'est pas spécialement originaux quand on dit ça. Et il existe d'autres méthodes. On peut faire partir simplement en faisant un vote populaire. Ailleurs, ça se fait aussi. Donner le pouvoir au peuple de dire celui-là, carton rouge, par un vote, en ayant un nombre, des mécanismes qui permettent au peuple de dire celui-là, on n'en veut plus. Si on a atteint ce chiffre, il doit partir. Puisque l'Assemblée ne veut pas prendre ses responsabilités, parce que peut-être qu'elle est compromise, il faut aussi donner ce pouvoir au peuple. C'est important qu'il retrouve ce pouvoir. Ça existe. On n'a pas été originaux là-dessus non plus. Je pense que vous connaissez le modèle suisse. Mais nous, on ne veut pas l'importer. On veut regarder en fonction de nous. Parce que la destitution, ça existe dans nos traditions. Ça existe depuis toujours. Même les chefs traditionnels. Je viens d'une région du Cameroun, chez les Bamileke, où le chef, quand il n'est pas bon, il a 9 sages, il décide de quand il tombe. Si la majorité est prise, il tombe. Sauf que là-bas, c'est plus fort. Le chef ne voit pas son successeur. Donc on doit le tuer. On ne va pas arriver là, hein, rassurez-vous. Mais je vous raconte juste comment ça se passe dans cette région du Cameroun. Ça veut dire que le coup d'État était codifié.
il est codifié. C'est-à-dire, on dit, ok, puisque le chef ne voit pas son successeur, certains par gentillesse l'envoyaient en exil. Mais dans la règle, il est éliminé. Vous vous rendez la responsabilité que cela représente? Et chaque 7 ans, ce chef vient mettre ses attributs dans la cour devant les notables, qui décident s'il peut ou non continuer de gouverner. J'ai un chef dans la région de Bamenjou, le roi Sokoudjou, qui est là depuis 70 ans pourtant. Pourtant, il respecte régulièrement le fait qu'il doit remettre son fauteuil, ses attributs dans la cour, et il est reconduit à chaque fois. Ça fait 70 ans. Et c'est un bon chef. Donc nous devons travailler à trouver les mécanismes de destitution. Je ne dis pas qu'on les a tous, mais commençons, comme je l'ai demandé au début de notre conversation, à réfléchir aux mécanismes. Parce que nous avons le cerveau et qu'on doit pouvoir s'en servir. On ne doit pas juste être des éponges, on doit pouvoir copier ce qui se passe ailleurs. Mais aussi copier ce qui se passe dans nos traditions. Nous sommes le plus vieux peuple au monde. Ça veut dire qu'on a une tradition qui est riche. Faisons l'effort de puiser dedans. Ne faisons plus des chefs indétrônables. Faisons des chefs qu'on peut destituer, mais donnons-leur suffisamment de pouvoir pour qu'ils puissent travailler. C'est ça qui est essentiel. Arrêtons les débats sur les 50 mandats, 2 mandats. Il peut faire 10 ans, 20 ans, on s'en fiche complètement à partir du moment où il est bon. Et s'il n'est pas bon, on le renverse. Point à la ligne. Mettons les mécanismes pour faire partir les mauvais chefs. Ne passons pas notre temps à brider la part de démocratie qu'il y a en disant bon, il a déjà fait 2 mandats, il ne sait pas. Et quand il a été très bon, on fait quoi? On se passe de cette compétence? Juste pour respecter les règles? Je pense que ce n'est pas très raisonnable. Je ne sais pas. La balle est dans votre camp pour réfléchir sur la question. Mais pensons autrement que comme on nous a dit de penser. Pensons qu'il existe un autre mode de pensée, qu'il n'y en a pas un seul. Et que nous sommes capables d'en générer un, à condition de vouloir le faire. Nous avons la capacité de le faire. C'est le moment. Arrêtons avec les présidents grands timoniers, présidents fondateurs, chefs de ceci, Dieu sur terre, demi-dieu. Non, ça n'existe pas. On vous ment, monsieur le président. Vous n'êtes pas plus intelligent que vous étiez en arrivant au palais. Et ce n'est pas la vérité. Et vous devez partir quand vous n'êtes pas bon. Et on doit vous faire partir, on doit pouvoir vous faire partir parce que c'est dans votre intérêt. Sinon, les militaires vont sortir des casernes. Et là, maintenant qu'on a vu avec Bazoum qu'on peut avoir quelques problèmes, je ne suis pas sûr qu'ils vont vous garder en vie. Ce n'est pas dans votre intérêt. Soyons raisonnables. Je pense que c'était ce que me demandait d'évoquer Fatoumata, la question de la destitution. Mais comme disent les jeunes, une grande partie de ce travail est encore en téléchargement. On travaille encore dessus pour l'affiner, en comptant sur vous pour l'affiner. Réfléchissons différemment, mais réfléchissons ensemble, sans nous insulter, sans nous manquer de respect. Mais toutes les idées sont bonnes. Soyons suffisamment disruptifs pour que de là jaillisse la vérité. C'est de cette discussion que va naître le nouveau mode de gouvernance. Et on espère que les dirigeants qui nous regardent doivent y réfléchir dans les modifications de la Constitution qu'ils vont faire, dans les changements qu'ils vont élaborer. Se poser la question de savoir, doit-on continuer d'aller aux élections dans les mêmes conditions ou doit-on remettre les choses à plat pour avoir des choses qui soient raisonnables, qui correspondent à nous? Consulter ces chefs-là, ces sages-là, pour voir dans nos traditions s'il n'y a pas des choses qu'on devrait prendre qui nous inspirent. Merci. L'oiseau de mauvais augure revient. Ceci pour dire en guise de conclusion, Madame, Monsieur, que nous avons essayé de nous poser des questions. Nous sommes convaincus que nous n'avons pas la science infuse, mais nous voulons commencer, ouvrir le débat. Tout ce que nous avons proposé ici, ce sont des pistes de recommandation, des pistes de réflexion.
à travers notre site internet, vous pouvez participer et nous dire comment est-ce que vous voyez le système de gouvernance qui peut permettre à l'Afrique de sortir de sa léthargie. Parmi les modes de destitution, Président, je veux qu'on y ajoute le coup d'État militaire. Oui, mais seulement, il faut codifier les coups d'État. Ça ne doit plus se faire à la volonté d'un individu ou d'un groupe d'individus. Je prends le cas de figure parce que cela peut arriver. Le Parlement essaye, il se casse la gueule. Le peuple essaye, il se casse la gueule. Le Conseil des sages essaye, il se casse la gueule. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que je disais, le rôle des militaires est central. En ce moment-là, nous pensons que le Conseil des sages peut déclencher l'armée. Et là, on aura affaire à ce que certains vont vouloir appeler un coup d'État, mais vous verrez que comme il est codifié et qu'il est prévu, on ne s'encombrera plus d'un certain nombre de paradoxes. Parce que comme on l'a dit, la clé, c'est qu'il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Tout ce que nous apprécions comme étant des modèles d'institutions forts, c'est parce qu'ils ont réussi à faire en sorte que leurs institutions se neutralisent. Quand il faut organiser les élections en Afrique, nous avons passé de temps à dire qu'il nous faut des organisations, commissions électorales indépendantes, etc. C'est tout simplement parce que nos institutions ne sont pas fortes et ne vont pas au-delà des personnes. Dans la plupart de ces grandes démocraties, si on prend un pays qu'on connaît trop bien en France, c'est le ministère des Affaires intérieures qui organise les élections. Mais les gens sont convaincus qu'ils ne sont pas là du fait d'un homme et que la République est au-dessus de cette personne. Raison pour laquelle on ne s'encombre pas de cela. Donc, tout ceci pour dire, n'ayons pas peur de faire les choses différemment en fonction de nos propres expériences et en fonction de ce que nous voulons faire. Je pense que sur ce, nous allons nous arrêter là pour ce thème de la gouvernance et des institutions. Nous avons essayé de faire le tour d'un certain nombre de questions. J'imagine les réactions en ligne et dans certains palais aujourd'hui. Et j'imagine aussi l'état d'esprit dans lequel peut se trouver certains dirigeants qui sont aujourd'hui dans une situation de transition. C'est pour ça que venir ici en Guinée était important. Parce que comme je disais tout à l'heure, dans un moment d'exception, on a la possibilité de rebâtir différemment. Si on refait la même chose et qu'après Doumbouya, on fait un simulacre d'élection, je peux faire le pari avec vous. La Guinée, c'est quand même un pays qui a une réputation d'être des spécialistes dans le coup d'État. On se retrouvera ici très prochainement avec un autre militaire à la tête de l'État. On ne peut pas faire la même chose chaque fois et espérer un résultat différent. Je pense que c'est une occasion unique pour ce pays, comme pour le Mali, comme pour le Burkina Faso, comme pour le Niger et pour les autres, de se poser des bonnes questions. Comment on sort de cette transition et qu'on promette aux Guinéens d'avoir un système qui leur permette une fois pour toutes de sortir de la précarité et de sortir de l'instabilité. Il faut prendre du temps pour le faire, mais pas trop de temps. Et il faut du temps. Et ce temps-là, il faut en discuter avec les Guinéens. Ce n'est pas la France, ce n'est pas la CEDEAO, ce n'est pas les États-Unis qui doivent déterminer le temps dont on a besoin pour se reconstruire. Nos pays ont suffisamment souffert de cette façon de faire, parce que pendant trop longtemps, on nous a obligés à aller à des élections en nous faisant croire que les élections réglaient un problème, alors qu'en réalité, les élections sont source de problèmes. Et je vais sortir par là. On se rappelle tous de la Côte d'Ivoire. Quand il y a eu l'accord de Ouagadougou qui obligeait à aller aux élections, tout le monde s'est levé pour dire que c'est un accord historique. Sauf qu'après les élections, on sait ce qui en a suivi.
On ne peut plus continuer à faire les choses de cette manière. Il faut que les Africains puissent se parler sérieusement et surtout être transparents. Je pense que c'est la clé. Et si on arrive à faire cela, je pense qu'on construira un modèle digne qui permettra à nos pays de mieux exploiter nos ressources. La Guinée a la bauxite, on le sait. C'est l'un des plus grands producteurs au monde. Mais quand vous regardez le niveau de misère, vous vous dites qu'il y a un problème. C'est pour ça que nous sommes convaincus qu'il y a une corrélation entre la gouvernance et la gestion des mines. C'est ainsi une transition pour introduire le deuxième panel qui va vous parler, madame, monsieur, des ressources naturelles. Je vous remercie. Tu peux montrer ton...